À Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans votre magazine À Paris, numéro 66 pour l'été 2018. À la une, Super Senior pour illustrer nos pages grand angle, Senior, plus belle la ville. Au sommaire également, s'engager, ces Parisiens solidaires, entreprendre des startups au féminin, sortir 10 festivals à ne pas manquer. Au sommaire de ce numéro 66 de votre magazine À Paris, l'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, loisirs comme un été à Paris. Techno, le festival Futur au top de l'innovation. Urbanisme, la métamorphose du nord-est parisien. Aménagement, une voie cyclable pour la rue de Rivoli. Environnement, le jardin Nelson Mandela reverdit les Halles. Infographie, l'envolée touristique. Grand angle, seniors, plus belle la ville. Si aujourd'hui les seniors représentent 1/5 de la population parisienne, ils atteindront le quart en 2040. Face à ces enjeux démographiques, la ville renforce ses actions en direction de tous les aînés. En vue, éducation quand la musique adoucit l'école. Citoyenneté, service civique, l'étape pour mieux grandir. Bénévolat, ces Parisiens solidaires et engagés. Parcs et jardins, se mettre au vert à Paris. Handicap, de nouveaux dispositifs pour les déficients visuels. Start-up, parisienne 2.0. Découverte, biodiversité, la douceur de vivre des abeilles parisiennes. Culture, au bal, l'image repense le monde. Démocratie, un nouveau tiers-lieu participatif pour innover. Sortir, 10 festivals incontournables. Interview, les citoyens se réapproprient la ville. Tribune, les bons plans. À Paris, l'éditorial. L'édito de Anne Hidalgo, maire de Paris, les seniors essentiels à l'âme de Paris. L'été est source de joie et de partage pour les Parisiens, qu'ils prennent pleinement possession de leur ville ou qu'ils la quittent pour les vacances. Mais cette période nous impose aussi une solidarité particulière à l'égard des plus fragiles. C'est dans cet esprit que nous œuvrons en faveur des seniors, part essentielle de l'âme de Paris. De la gratuité dans les transports en commun à l'inclusion numérique, en passant par l'implication citoyenne dans la cité, tout est fait pour rompre ou prévenir l'isolement, la précarité et pour améliorer concrètement la vie quotidienne de nos aînés. C'est en vous disant mon attachement à toutes les composantes de la société parisienne, comme à la fraternité qui les rassemble, que je vous souhaite de passer un bel été. Paris Express comme un été à Paris du 7 juillet au 2 septembre. Paris-Plage réinvestit le parc Rive-de-Seine dans les 1er et 4e arrondissements et le bassin de la Villette dans le 19e. De nombreuses activités gratuites y attendent les familles, sur terre, dans l'eau ou dans les airs, avec notamment une tyrolienne au-dessus du canal de l'Ourcq. Cette année, la baignade publique de la Villette revient avec un mois d'avance et un bassin supplémentaire. Rendez-vous du 16 juin au 9 septembre, de 11h à 21h, 4 bassins, 2 pataugeoires, un bassin de 120 cm et un autre de 200 cm de profondeur seront installés quai de Loire. Plus d'infos sur quefaire.paris.fr/Paris-Plage. Journée du grand nettoyage. À l'occasion de la journée du grand nettoyage participatif, la ville de Paris vous propose de devenir ambassadeur de la propreté de votre quartier en organisant une opération de nettoyage le samedi 9 juin. Vous pouvez créer votre propre événement ou rejoindre une action organisée près de chez vous. Du matériel sera fourni aux participants, sacs poubelles, gants, chasubles, pinces. Plus d'infos sur le site paris.fr/journée du grand nettoyage. Et de 10 000, le 24 mars dernier, Anne Hidalgo a planté le 10 millième arbre de sa mandature dans le 10e arrondissement. D'ici 2020, 10 000 nouveaux arbres seront plantés dans les rues parisiennes dans le cadre du plan biodiversité 2018-2024. Le pari des libraires. Le pari des libraires, c'est celui de vous faire aimer encore plus les livres. La 4e édition de la manifestation se tiendra donc le vendredi 8 juin, de 16h à la tombée de la nuit. Près de 100 librairies indépendantes ouvriront leurs portes et leurs livres pour faire rêver, voyager, voir, donner le goût de la lecture aux petits et grands bibliophiles en herbe ou confirmés. Les animations programmées vont des expositions au concert en passant par des dédicaces, des lectures, des jeux. Cette année, la marraine de l'édition est Carole Martinez, professeure de français et romancière, lauréate du prix Goncourt des lycéens pour son roman Du domaine des murmures en 2011. Plus d'infos sur quefaire.paris/le pari des libraires. Quelques mots de Bruno Housset,
pneumologue et président de la Fondation du Souffle. La piétonisation des voies sur berge va dans le bon sens pour limiter l'exposition à la pollution automobile et il faut l'accompagner en offrant d'autres possibilités de transport propre. Cap sur Futur. Le festival Futur en scène devient Futur pour cette 9e édition du 21 au 23 juin à la Grande Halle de la Villette, plongée au cœur des innovations françaises et internationales de demain. Création de votre double numérique, simulateur de minimisation d'ouragans par intelligence artificielle, drone. Ces démonstrations seront ponctuées de labs collaboratifs, masterclass, débats, professionnels ou simples curieux. Il vous sera possible d'échanger avec les penseurs, entrepreneurs, chercheurs et artistes pour élaborer des réponses aux grands enjeux d'avenir. À la fin du festival, les visiteurs seront invités à voter pour décerner différents prix aux meilleures innovations. Plus d'infos et entrée gratuite pour cet événement sur www.lavillette.com. Le sport en capitale, le samedi 30 juin, vivez le meilleur de l'athlétisme au stade de Charléty lors du meeting de Paris, membre de la prestigieuse Ligue de Diamant avec les médaillés olympiques Renaud Lavillenie pour le saut à la perche, Kevin Mayer en décathlon et Christophe Lemaître pour le sprint. Le dimanche 29 juillet, rendez-vous est pris sur l'avenue des Champs-Élysées pour acclamer les champions de la Petite Reine lors de l'arrivée du Tour de France. Et n'oubliez pas la Ryder Cup du 25 au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Parallèlement à la compétition, un village d'animation sera présent du 21 au 30 septembre sur le parvis d'Hôtel de Ville. Un 14 juillet sous le signe de l'amour. Le Paris de l'amour, c'est le thème choisi pour le 14 juillet cette année comme une promesse au cœur de l'été. C'est aussi une belle occasion pour notre ville de rappeler son titre de capitale des romances. Les feux d'artifice seront tirés à partir de 23h depuis le Trocadéro, le Pont d'Iéna, les quais et la Tour Eiffel. Avant le coup d'envoi, l'Orchestre national de France assurera le show en compagnie du chœur et de la maîtrise de Radio France, accompagné de prestigieux solistes. Un temps fort qui ne laisse jamais indifférent. Plus d'infos sur le site quefaire.paris.fr. Les points levés de Sarah Ouramoun, la vice-championne olympique de boxe aux Jeux de Rio. Sarah Ouramoun, ancienne élève de Sciences Po, vient d'ouvrir une nouvelle salle de boxe ultra moderne au sein du complexe Georges Carpentier dans le 13e. Des cours pour adultes, hommes et femmes y sont proposés. Et d'ici septembre, la salle accueillera les 10-14 ans ainsi qu'une garderie pour les parents sportifs et un créneau dédié à l'handibox. Autre innovation, bientôt tester des cours d'anglais avant les cours. Entrepreneuse engagée, Sarah Ouramoun s'attache à faire du sport un vecteur d'éducation et d'insertion avec son association Boxer Inside Club. Plus d'infos d'ailleurs sur le site www.boxerinside.fr. Métamorphose urbaine. Le lancement des travaux préparatoires à la réalisation du parc Chapelle-Charbon dans le 18e est prévu pour cette année, tandis que l'aménagement du site se fera en 2019. Des projets de logement, de commerce et une école suivront dans le même secteur. En 2020, un espace de respiration occupant 3 hectares sera créé, puis étendu à terme sur 6,5 hectares pour accueillir les riverains d'un arrondissement en manque de verdure. Du côté de la Porte de la Chapelle, le campus Condorcet sera le lieu de travail de près de 4000 étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à la rentrée 2022. 6 milliards d'euros, c'est la somme des investissements immobiliers à Paris en 2017. Un regain d'attractivité qui place la capitale en tête des classements des villes européennes les plus prisées par les investisseurs. Rivoli se met en selle. Le premier tronçon de la piste cyclable qui reliera à terme la place de la Bastille à la place de la Concorde a été inauguré à la mi-mars. Sécurisé, c'est-à-dire séparé de la voie de circulation automobile et de la voie de bus et à double sens, il assure une jonction entre la rue des Archives et la rue Pavée dans le 4e arrondissement. La piste est l'une des pièces maîtresses du réseau express vélo qui traversera la capitale sur 2 grands axes, nord-sud et est-ouest. En route à présent pour la 2e étape, prévue dès cet automne, la Bastille. Les ludomobiles égayent votre été. L'été à Paris, l'ennui est proscrit. Dans le cadre de la stratégie parisienne pour l'enfance et les familles, des ludomobiles seront installés au parc Rive de Seine durant l'après-midi du samedi 7 juillet au samedi 1er septembre au niveau du pont Marie dans le 4e et du pont Neuf dans le 1er. Ces installations rouge coquelicot regorgent de jeux originaux et de jouets pour tous âges, encadrés gratuitement par des animateurs. Mais ce n'est pas tout, 2 associations, Kalumba et À l'adresse du jeu, se déplacent dans les arrondissements du 11 juillet au 2 septembre pour inviter petits et grands à partager un moment ludique.
Retrouvez le parcours de ces 2 ludothèques itinérantes sur le site paris.fr. Sur la voie de Fab City, désignée capitale européenne de l'innovation en 2017, Paris accueille du 11 au 13 juillet la rencontre internationale annuelle des villes engagées en faveur de la production locale. Le Fab City Summit à l'Hôtel de Ville et au Parc de la Villette. Cet événement grand public réunit experts internationaux, décideurs locaux, architectes, urbanistes. En parallèle des conférences et ateliers, un campus extérieur permet de découvrir les nouvelles méthodes de production, de réemploi et de conception. Plus d'infos sur le site www.summit.fabcity.paris. Montparnasse se transforme, essentiel à l'attractivité de Paris. Le quartier Maine-Montparnasse engage une véritable cure de jouvence. En amont de cette transformation, la ville invite les Parisiens, les habitants, les travailleurs et tous les usagers du site à une large concertation inédite pour co-construire un diagnostic et réfléchir à un meilleur cadre de vie pour tous. Jeunes Parisiennes et Parisiens, Paris est à vous. Du 15 juin au 15 septembre, le Pass Jeune propose aux Parisiennes et Parisiens âgés de 15 à 25 ans un accès préférentiel à des offres culturelles, sportives et de loisirs. Le chéquier contenant une quarantaine de coupons permet d'aller au cinéma, à la piscine, de s'essayer au roller ou au BMX, de visiter des expositions ou de découvrir des sites parfois insolites. Entièrement gratuit, le Pass Jeune est à commander sur passjeune.paris.fr et à retirer sur un site dédié. Le jardin Mandela reverdit les Halles. La construction du nouveau cœur de Paris s'achève avec le jardin Nelson Mandela. Cet espace vert de 4 hectares entre la bourse de commerce et l'église Saint-Eustache dans le 1er arrondissement accueille désormais les badauds en mal de nature, les pique-niques entre amis, les siestes sous le soleil. Ce projet de renouvellement urbain a aussi fait naître une nouvelle aire de jeu destinée aux 2-6 ans, ainsi qu'un terrain d'aventure pour les 7-11 ans où se dressent des cabanes, des bacs à sable, des ponts de singes et des balançoires. Plus d'infos sur paris.fr. 142 000 embauches attendues à Paris en 2018, soit 34% de recrutement en plus par rapport à l'an dernier, source Pôle emploi. Quelques mots d'Alain Bougrain-Dubourg, parrain de la première édition du plan Faites le pari de la biodiversité, lancé par la ville jusqu'au 10 juin. Le nouveau plan biodiversité 2018-2024 de la ville de Paris a valeur d'exemple. Jusqu'à présent, les politiques publiques ont été coupables d'indifférence et d'un manque d'ambition. Des vacances qui font mouche. Du 9 juillet au 31 août, le dispositif Paris Sport Vacances proposera à nouveau de mouiller le maillot aux jeunes Parisiens de 7 à 17 ans avec un grand nombre de stages sportifs. Au programme football, natation, escalade, basket, escrime, badminton et tennis. Plus d'infos sur paris.fr/sportvacances. Infographie l'envolée touristique, près de 40 millions de touristes ont fréquenté le Grand Paris en 2017, un record d'affluence qui devrait se poursuivre en 2018. Première ville préférée des touristes selon le classement des Traveller's Choice 2018 de TripAdvisor, site de réservation de voyage, Paris devance Londres, Rome et Bali. 8 millions d'euros ont été investis dans le tourisme par la ville, la région et l'État en 2017. Record historique de fréquentation, 23,6 millions d'arrivées hôtelières en 2017 pour le Grand Paris, soit plus 11% par rapport à 2016. Dans le détail, 11,6 millions de Français, 12 millions d'étrangers, fréquentation globale, 40 millions de touristes. D'où viennent les touristes étrangers ? Première place, États-Unis avec 2 millions. Royaume-Uni, 1,1 million. En troisième position, l'Allemagne avec 800 000 touristes. Quatrième position, la Chine avec 770 000 touristes. L'Espagne en cinquième position avec 630 000 touristes. Et enfin l'Italie avec 500 000 visiteurs. Les sites les plus visités à Paris selon l'Office du tourisme et des congrès de Paris, l'OCTP, pour le Grand Paris en 2017. Numéro 1, cathédrale Notre-Dame de Paris, 12 millions d'entrées. Numéro 2, basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 11 millions. En 3, musée du Louvre, 8 millions. En 4, la Tour Eiffel, 6,2 millions. Et en 5e position, le centre Pompidou, 3,3 millions d'entrées. À Paris, le dossier. Grand angle, seniors, plus belle la ville. Si aujourd'hui les seniors représentent un 5e de la population parisienne, ils atteindront le quart en 2040. Face à ces enjeux démographiques, la ville renforce ses actions en direction de tous les aînés. Les seniors d'aujourd'hui ont-ils la belle vie ? Ce qui est certain, c'est qu'ils vivent plus longtemps. En 1954, l'espérance de vie était de 65 ans pour les hommes et de 71 ans pour les femmes.
Elle est désormais respectivement de 79 et 85 ans. Paris connaît ainsi, comme le reste de la population française, un phénomène de vieillissement, mais quel est le profil des seniors parisiens ? Difficile de répondre à cette question, tant le groupe des plus de 60 ans est disparate. Le portrait social de nos aînés montre que plusieurs générations se côtoient, représentant une grande diversité de situations et de modes de vie. Face à ces enjeux multiples, la ville de Paris doit répondre aux attentes et aux besoins de tous les seniors, en accompagnant notamment les plus fragiles. Quelles que soient leurs problématiques, précarité, perte d'autonomie, lutte contre l'isolement, il s'agit aussi, par exemple, de faciliter leur mobilité. À l'initiative de la maire de Paris, Anne Hidalgo, un pass Paris Senior qui permet la gratuité des transports pour les plus de 65 ans a été créé, une mesure effective depuis le début du mois de juin. Près de 200 000 Parisiens sont concernés sous condition de revenus, jusqu'à 2028 € s'il s'agit d'une première demande et jusqu'à 2340 € pour un renouvellement, parce que les aînés sont ceux qui s'engagent le plus dans les associations et ils sont aussi ceux qui rencontrent le plus de difficultés à se déplacer, notamment pour des raisons de santé. De manière plus globale, la ville de Paris a gravé dans le marbre, en l'occurrence, son schéma parisien 2017-2021, ses engagements pour les aînés avec plusieurs grandes orientations. D'abord, il s'agit de simplifier l'accès aux aides. 6 maisons des aînés et des aidants sont ainsi en cours de déploiement pour couvrir le territoire parisien. Et parce que les seniors les plus jeunes restent actifs, il s'agit de développer leur implication à la vie associative et de renforcer l'accès à la culture et aux pratiques sportives, avec notamment la carte Senior Plus ou la carte citoyenne. Ville solidaire, Paris s'attache aussi à accompagner les plus fragiles, lutte contre l'isolement et la perte d'autonomie, soutien au maintien à domicile, de nombreux dispositifs existent. Ainsi, pour permettre aux seniors propriétaires disposant de faibles ressources de vivre plus longtemps chez eux en améliorant leurs revenus, le Conseil de Paris vient de voter la possibilité de mettre en place un viager municipal pour la mi-2019. Enfin, la ville est mobilisée pour garantir la qualité de vie dans les EHPAD, que ce soit en termes d'accueil, de prise en charge médicale ou d'accompagnement social. En clair, tout pour vivre plus longtemps et mieux. Pour plus d'informations sur le Pass Paris Senior, vous pouvez appeler le numéro vert 0800 800 750. Notez que 470 000 personnes âgées de plus de 60 ans vivent à Paris. 200 000 Parisiennes et Parisiens sont concernés par la gratuité du forfait Navigo pour les plus de 65 ans, sous condition de ressources. Un toit pour 2 générations, 2 associations soutenues par la ville de Paris proposent aux seniors de partager leur logement avec un jeune pour créer du lien et encourager les solidarités. Il est 19h. Ségolène, 24 ans, et Maya, 21 ans, sont en grande discussion autour de la musique avec celle qu'elles appellent Madoré. Derrière ces jolis surnoms, il y a Marie-Odette, 84 ans, qui confie « Elles sont un peu comme mes petits-enfants ». Depuis septembre dernier, les 2 étudiantes, Ségolène étudie la gémologie et Maya le théâtre et la philosophie, ont emménagé dans ce bel appartement du 17e dans le cadre d'une cohabitation intergénérationnelle. Ce système gagnant-gagnant permet de rompre l'isolement des personnes âgées tout en aidant les jeunes à se loger gratuitement ou à un prix très modéré. C'est par l'intermédiaire de l'association Ensemble 2 générations que toutes 3 ont découvert cette forme innovante de solidarité. Veuve depuis 10 ans avec des enfants et petits-enfants éloignés, Madoré expérimente le concept depuis 5 ans. J'adore les jeunes, ils sont vivants, on discute, on débat, je leur donne des conseils de maman, on s'entraide, se réjouit-elle. Parce que Madoré est malvoyante, Ségolène s'occupe de ses papiers et Maya lui fait la lecture. S'engager à rendre des petits services et être présent fait partie du contrat passé avec l'association. En contrepartie, les 2 étudiantes disposent d'une chambre individuelle et d'une salle de bain pour 180 € par mois. C'est un échange formidable, s'enthousiasme Maya. Pour cette jeune Polonaise, l'endroit est un peu sa 2e maison. Avec Madoré à l'appartement, il y a toujours quelqu'un qui m'attend. Une atmosphère familiale, également vantée par Ségolène. C'est un cadre très rassurant, d'autant que l'association fait en sorte que nous ne soyons pas loin de notre lieu d'études. Je mesure la chance que j'ai. À Paris, 300 binômes jeunes seniors cohabitent déjà via un contrat encadré par Ensemble 2 générations ou le Paris solidaire, 2 associations soutenues par la ville. Celle-ci s'évertue à répondre aux besoins du senior et assure un suivi tout au long de l'année. Pour développer ce dispositif, la ville va mener en juin une campagne en porte-à-porte dans les logements sous-occupés des bailleurs sociaux auprès des personnes de plus de 65 ans afin de leur proposer de cohabiter avec un jeune. Plus d'infos sur ce dispositif sur www.ensemble2générations.fr
ou www.leparisolidaire.fr. Des opérations bancaires sécurisées. Pour effectuer des opérations bancaires en toute sécurité, la ville de Paris met gratuitement à disposition des plus âgés Tranquillité Senior. Ce service d'accompagnement est effectué par des inspecteurs de sécurité de la ville lors des retraits d'argent au bureau de poste, dans les banques et au distributeur automatique de billets. Pour plus d'infos, vous pouvez appeler le 01 42 76 77 77 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Bientôt un service d'accompagnement. Allô Senior ? D'ici la fin de l'année 2018, c'est par ce standard téléphonique, numéro vert, que les seniors parisiens pourront prendre rendez-vous pour être accompagnés gratuitement par un bénévole dans leurs déplacements en dehors de chez eux, pour les courses, consultations médicales, etc. Plus d'infos sur paris.fr. Retour sur les bancs de la fac, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Cette maxime est mise en pratique par l'Université permanente de Paris, l'UPP, qui offre des cours aux retraités et pré-retraités parisiens. Une simple inscription auprès de votre antenne du Centre d'action sociale de la ville de Paris, CASVP, vous permet de bénéficier de conférences, d'ateliers, de randonnées, de stages, de visites et de sorties culturelles. 3 programmes annuels sont proposés sous forme de sessions, printemps, été, automne-hiver. Plus d'infos sur paris.fr. Des seniors ultra connectés. Afin de réduire la fracture numérique, les espaces publics numériques, EPN, proposent des ateliers informatiques adaptés à tout public, sans prérequis. Nous voulons accompagner le progrès, un avis partagé par Françoise, Joël, Paul et Nadine qui participent à l'atelier Comment utiliser une tablette. Chaque mercredi, elles se rendent de 16h30 à 18h à l'espace public numérique EPN, Picoulet, dans le 11e. Une dizaine d'écrans tapissent un local ouvert sur la rue. Âgés de 57 à 83 ans, ces drôles de dames assurent que c'est tout simplement la curiosité qui les anime, voire l'envie de rester dans le coup. Mais lorsque l'on est senior, les grandes et petites circonstances peuvent gouverner. Un changement de fournisseur internet, de smartphone ou la solitude peuvent susciter cette envie. Paul, qui porte haut et beau ses 83 printemps, s'en ouvre. C'est à la mort de mon mari que j'ai décidé de maîtriser davantage l'application qui me permet de parler à mes petits-enfants à l'étranger. La solution EPN s'est offerte à elle. Structure à but non lucratif, les EPN se sont déployés au tournant des années 2000. Leur mission est de réduire la fracture numérique pour l'apprentissage de l'informatique à tout public qui en est éloigné. Après quelques sessions, Paul est autonome avec sa tablette, enfin, pas complètement. On lit tout à coup une inquiétude sur son visage. Est-ce que je dois accepter la mise à jour de mon application ? Pierre Sablé, le coordinateur, rassure et explique. Médiateur socioculturel spécialisé dans le numérique, assisté d'un bénévole et d'un jeune en service civique, il aborde autant la technique que l'éthique du numérique. Il forme à l'utilisation mais aussi au fonctionnement d'Internet avec ses dérapages possibles, des échanges sans ordre précis, ni grand poncif mais adaptés. Il est 17h45, l'animateur rappelle le Fab Lab à venir et interpelle « Seriez-vous intéressé par la création d'une application ?» Surprise dans l'assistance, puis approbation générale. Amusé de s'entendre parler ainsi, Nadine glisse doctement en partant. En informatique, il faut savoir perdre du temps au début pour en gagner beaucoup après. Notez qu'un Fab Lab est un espace de création collaboratif qui permet de fabriquer des objets uniques. Rendez-vous donc au 59 rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e. Plus d'infos sur epnlepicoulet.com et par téléphone au 01 48 06 87 20. Rompre la solitude avec Voisinage. Voisinage est un réseau de solidarité qui met en relation des habitants et des personnes âgées isolées d'un même quartier. Les voisins veillent ainsi sur les seniors à travers des visites à domicile, en leur écrivant ou en leur téléphonant régulièrement. Il n'y a pas d'engagement en matière de temps disponible ni dans la durée. Chacun déclare en ligne ses préférences et ses souhaits, puis rencontre les voisins qu'il veut quand il veut. Plus d'infos sur le www.voisin-age.fr. Encartez-vous, le programme Senior Plus vous permet de pratiquer de très nombreux sports gratuitement à Paris. De la marche nordique au taekwondo en passant par l'aquagym, la gym douce, le tennis ou le stretching, vous n'avez que l'embarras du choix. Pour en bénéficier, vous devez être parisienne ou parisien, âgé de plus de 55 ans et être titulaire de la carte citoyenne-citoyen de Paris. Plus d'infos d'ailleurs à ce sujet sur paris.fr/carte citoyenne.
Adapter son alimentation, nos capacités gustatives changeant avec l'âge, il est bon de se sensibiliser aux bienfaits d'une alimentation appropriée. Le dispositif Paris Santé Nutrition, PSN, comprend désormais un volet senior. Par leur présence sur les marchés, les forums ou dans les mairies, les agents et les bénévoles proposent et détaillent les recettes qui retardent la perte d'autonomie. Plus d'infos par téléphone au 01 43 47 74 45. Et retrouvez notre reportage sur Mamie Foodie sur paris.fr. À chaque situation, une solution. De nombreuses solutions sont proposées par la ville pour répondre aux besoins des seniors, notamment via le Centre d'action sociale de la ville de Paris, le CASVP. Les aides. Compléter ses revenus, l'aide Paris Solidarité, PSOL, est versée aux plus modestes, soit 111,80 € maximum pour une personne seule, revenu plafonné à 945 € et 206 € pour un couple gagnant moins de 1498 €. La ville va peu à peu augmenter les plafonds de ressources pour les porter en 2020 à 1015 € et 1608 € par mois. Payer son loyer, Paris Logement aide à payer leur loyer sous condition de ressources aux locataires qui y consacrent au moins 30% de leurs revenus. Mieux se loger. Le CASVP peut financer des travaux d'amélioration ou l'adaptation de l'habitat ainsi que des travaux de copropriété. Mieux vivre chez soi, le CASVP propose un service d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD, Paris Domicile, pour l'entretien du logement et du linge, l'aide au repas et à la toilette, l'accompagnement administratif ainsi qu'un service de soins infirmiers à domicile, le SSIAD, la téléassistance 24 heures sur 24, la livraison de repas, la pédicure ou la coiffure à domicile sont aussi proposés. Être plus autonomes, peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, les personnes âgées résidant à domicile et celles hébergées en établissement spécialisé. Se divertir, la ville assure des aides aux loisirs pour des séjours de vacances, les sorties ou via l'Université permanente de Paris, l'UPP, et les 67 clubs seniors. Les dispositifs. Tout d'abord, alerte canicule. Les seniors peuvent s'inscrire auprès des services de la ville via le système d'information Chalex, par téléphone au 39 75, en ligne sur paris.fr ou sur formulaire papier pour bénéficier d'un accompagnement en cas de forte chaleur. Sécurité au distributeur automatique de billets, le service d'accompagnement Tranquillité Senior permet de retirer ou de déposer de l'argent en toute sécurité. L'accès aux soins. Le dispositif ParisMed favorise l'installation de médecins en secteur conventionné. 10 cabinets ont vu le jour récemment. Des maisons de santé ont ouvert et d'autres ouvriront. Il y en aura 12 en 2019. Les équipements, informations, les 6 centres locaux d'information et de coordination, Point Paris Émeraude de Clic PPE, se transforment peu à peu en maisons des aînés et des aidants. Ces lieux d'information, d'orientation et d'appui s'adressent aux Parisiens qui ont 60 ans ou plus et à leurs accompagnants. Accompagnement. Des centres d'accueil de jour, notamment celui géré par le CASVP, accompagnent les personnes atteintes d'Alzheimer et ou de troubles apparentés. Restauration. Les 42 restaurants Paris Émeraude sont destinés aux plus de 65 ans ou aux plus de 60 ans inaptes au travail qui habitent à Paris depuis au moins 3 ans. Ils sont ouverts uniquement le midi. Hébergement. Paris compte 62 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, dont 15 établissements publics, 23 résidences-services et 101 résidences-appartements, des structures pour seniors en perte d'autonomie. Maladie, les accueils cancer de la ville de Paris, ACVP, sont des structures extra-hospitalières gratuites destinées aux malades et à leurs familles. Pour plus d'infos, rendez-vous sur paris.fr et dans les centres d'action sociale de la ville de Paris, CASVP. En infographie, des profils variés à l'image de la population française, les personnes âgées de Paris connaissent une grande diversité de situations. Une population croissante, 20% de la population parisienne actuelle, 25% en 2040. 470 000 personnes âgées de plus de 60 ans aujourd'hui, soit 300 000 de 60 à 74 ans, 170 000 de plus de 75 ans. 41% des personnes âgées de plus de 60 ans vivent seules à leur domicile. Des situations très contrastées.
Favorable d'un côté, 2 800 € par foyer en moyenne, soit 1 000 € de plus que la moyenne française, 10% des seniors de plus de 65 ans encore en activité. Rive gauche et dans l'ouest, environ 50% des seniors, majoritairement des cadres ou ex-cadres, sont propriétaires de leur logement. Fragile de l'autre, 15,5% des personnes de 60 à 75 ans sont en situation de précarité contre 10% à l'échelle nationale. 28 000 personnes sont reconnues comme dépendantes, elles seront 32 000 en 2030. Aux portes de Paris, majoritairement des personnes modestes locataires d'un logement social. Les actions de la ville, 414 millions d'euros sont consacrés aux seniors, dont 100 millions via le CASVP en 2016. 4 millions d'euros versés à des associations qui agissent en faveur des seniors entre 2012 et 2016. 280 millions d'euros versés par le département via les mesures en faveur de l'accompagnement, aide à l'hébergement, à l'autonomie, etc. chaque année. 1930 places en EHPAD créées entre 2012 et 2016, 7260 places au total. Enfin, 105 places en accueil de jour créées entre 2012 et 2016. Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce sont 405 places au total. En vue, éducation, nouvelle partition dans les écoles prioritaires. En partenariat avec l'Éducation nationale, la ville a lancé le dispositif Tous mobilisés pour les écoles et les collèges prioritaires pour redonner de l'attractivité à ces établissements. Exemple avec la création d'un orchestre à l'école Franc-Nohain dans le 13e. Jouer d'un instrument de musique, c'est une ouverture d'esprit, une façon pour ma fille de s'extérioriser comme je ne l'imaginais pas, se réjouit Monique, la maman de la petite Nila, impressionnée par la représentation de sa fille à la clarinette. Tout comme cette dernière, 27 autres enfants de CE2 de l'école Franc-Nohain, dans le 13e arrondissement, ont l'opportunité depuis le début de l'année de faire partie d'un orchestre d'instruments à vent. 2 fois par semaine, les élèves se retrouvent en petits groupes pour pratiquer trombone, tuba, clarinette, trompette, flûte traversière et saxophone. Pour accompagner les enseignants en musique de l'établissement, la ville met à disposition 7 professeurs du conservatoire du 13e, bien conscients que leur rôle dépasse le cadre de l'apprentissage de la musique. Comme l'explique l'un d'entre eux, Vicente Luna, quand on joue dans un orchestre, on reproduit une image de la société avec ses règles et ses valeurs pour atteindre un but commun, l'attention et le respect de l'autre, la responsabilité de l'instrument qui appartient à la collectivité. Force est de constater avoir le sérieux et l'enthousiasme des enfants quelques mois après leur première note que le message semble passer. Les élèves sont extrêmement motivés, constate avec joie le directeur de l'école, Igor Saraf. On commence à en voir les répercussions en classe. Ils sont plus attentifs, s'écoutent, s'entraident et sont plus fiers d'eux et de leur établissement. On est là au cœur de l'objectif du dispositif. L'école Franc-Nohain avait accumulé beaucoup de difficultés par le passé. L'image s'était ternie. Avec la création de l'orchestre sur une durée de 3 ans, les instruments ont été financés à part égale par la ville de Paris et l'association Orchestre à l'école, mais aussi l'amélioration de l'acoustique de certaines salles, la remise en peinture de plusieurs classes ou encore l'opacification de la cour. L'école est en train de gagner en attractivité. À la rentrée prochaine, les élèves musiciens de CE2 assisteront même à un grand concert pour fêter les 10 ans de l'association Orchestre à l'école à l'Olympia. De quoi faire des envieux. En photo ici Pierre Bernier, l'un des 7 professeurs du conservatoire du 13e intervenant dans l'école Franc-Nohain. On voit également Coten au saxo, au trombone Sheima, à la trompette Cécilia et à la clarinette Kelfala. Plus d'infos sur paris.fr. Succès, un dispositif renouvelé. En 2018-2019, une dizaine d'établissements bénéficiera de nouveau du dispositif Tous mobilisés pour les écoles et les collèges prioritaires. Comme cette année, il rendra prioritaire des actions d'embellissement, des travaux, mais aussi la mise en place de partenariats associatifs ou encore l'ouverture de lieux polyvalents pouvant accueillir les parents. Plus d'infos à ce sujet sur paris.fr. Service civique, l'étape pour mieux grandir. Ils ont entre 18 et 25 ans et orientent les touristes sur les sites parisiens célèbres ou organisent des balades urbaines. Rencontres avec des jeunes volontaires de Paris engagés pour une durée de 6 mois auprès de l'association Unicité. Sur le parvis de la Tour Eiffel, un beau soleil darde ses rayons sur un stand où sont disposées des cartes en différentes langues. Les jeunes volontaires de Paris nous expliquent. Notre mission ici, donner des conseils et orienter les touristes. Un Américain s'approche. Combien de personnes visitent la Tour Eiffel chaque année ? À Mathis, 22 ans, de répondre 6 millions.
Après sa candidature en master non retenue, le Lillois s'est trouvé désemparé. Un ami lui a alors parlé du programme volontaire de Paris, une mission du service civique. Ce programme auquel participent une vingtaine de jeunes répartis sur différents lieux, du Champ de Mars au Marais en passant par la Porte de Bagnolet, est né d'un partenariat entre la mairie, l'Office du tourisme et des congrès de Paris et l'association Unicité. Ces guides amateurs arpentent aussi bien le Paris des musées que celui des mystères pour faire rayonner la capitale auprès des touristes, mais aussi auprès des publics isolés, des personnes handicapées, des migrants ou des personnes âgées. J'aime raconter des anecdotes historiques durant les balades, comme celle du portail près du centre Pompidou qui a traversé les siècles, confie Matisse. Pour Ryan, cadet de la bande et sans diplôme, les mains dans les moteurs de moto depuis petit, l'envie venait de sortir du 94 pour mieux connaître Paris, voir d'autres personnes qui n'ont pas grandi au même endroit. Aujourd'hui, il parle avec beaucoup d'émotion des maraudes, de la détresse des gens de la rue, car ce qui regroupe ces jeunes 4 jours par semaine, à Notre-Dame ou à la Porte de la Chapelle, c'est la volonté de consacrer une étape de leur vie à la solidarité, de se mettre au service de la collectivité, de se rendre utile, répète-t-il. Une bonne ambiance semble régner au sein de la petite troupe malgré les différences d'âge et de parcours. Le brassage, c'est vraiment ce qui fait la force d'Unicité, s'accorde-t-il à conclure. Plus d'infos sur le site www.unicité.fr. En pratique, 50 missions à Paris après la fin de la conscription obligatoire, l'envie de créer un cadre d'engagement alternatif en gardant l'idée d'une cohésion et d'un brassage social a fait naître le service civique. La ville de Paris propose plus de 50 missions et 400 postes, indemnisés 577 € par mois pour 6 à 9 mois, sans exiger de diplôme ni d'expérience. Éducation, environnement, sport, postulez en ligne selon les critères de votre choix sur paris.fr/service civique. Ces Parisiens solidaires et engagés, ils sont retraités, salariés, étudiants ou sans emploi et ont souhaité s'engager dans des associations humanitaires. Rencontre avec 3 bénévoles parisiens. Stéphane Muller, dans le 19e arrondissement, 54 ans, Carrefour des Solidarités. Depuis plusieurs années, je souhaitais me rendre utile auprès des personnes âgées. Lors d'un forum d'associations, j'ai rencontré l'équipe de Carrefour des Solidarités et ça s'est vite concrétisé. Pas besoin de formation, c'est l'envie et la capacité à dégager du temps qui les intéresse. Depuis septembre dernier, je rends visite 2 heures par semaine à Denise, une Parisienne bientôt nonagénaire. Mon rôle est surtout de rompre son isolement et de lui rendre des services, bricolage, administratif, etc. On échange aussi beaucoup sur nos vies. Je reçois en fait plus que je ne donne. Je l'ai invitée à la maison pour qu'elle rencontre ma famille. Depuis, elle ne manque jamais de demander de ses nouvelles. Plus d'infos sur www.lesamisducarrefour.org. Anne-Marie Bredin, dans le 18e, 54 ans, collectif Wilson. Je voulais aider les migrants de la Porte de la Chapelle dont la détresse m'avait interloqué. J'ai rejoint le collectif Wilson, une initiative entre voisins née en octobre 2016. Tous les matins, nous distribuons un petit déjeuner, du café, les invendus de la boulangerie. Des étudiants, des retraités, mais aussi des ingénieurs ou des infirmières se relaient avant d'aller au travail ou en cours. Je pensais que les Parisiens étaient froids, mais ce que je vois depuis 1 an, c'est beau. Il faut oser aider et une fois sur place, ça se fait naturellement. Les plus à l'aise distribueront le café, discuteront avec les migrants. Les plus introvertis couperont le pain. C'est simple, en fait, de tendre la main. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du collectif Wilson. Sébastien Fouquet dans le 14e arrondissement, 41 ans, Resto du Cœur. Mon engagement remonte à 2001, ça me prend du temps mais j'y trouve beaucoup de sens et j'ai fait de belles rencontres avec des bénéficiaires comme avec des bénévoles. En octobre dernier, je suis devenu co-responsable de l'activité Gens de la rue. Nous assurons 44 distributions hebdomadaires le soir et 15 le midi ainsi que des maraudes. Nous cherchons à développer nos activités, notamment l'accompagnement des personnes, réinsertion, aide juridique, médicale, etc. Mais nous avons besoin de plus de bénévoles avec des compétences particulières ou qui peuvent simplement donner de leur temps. Comme on dit au resto, on compte sur vous. Plus d'infos sur le site www.restoducœur.org. Rendez-vous à la rencontre des associations. Paris Capitale Solidaire est un événement annuel qui propose aux Parisiens d'aller à la rencontre des bénévoles et des professionnels de la solidarité. Durant 2 jours, vous pourrez débattre de projets innovants et emprunter les parcours solidaires mis en place dans chaque arrondissement pour faciliter les rencontres. Prochain événement, début octobre. Plus d'infos sur quefaire.paris.fr. Et puis un chiffre, 1700 le nombre de bénévoles parisiens qui ont participé au recensement des SDF lors de la première nuit de la solidarité les 15 et 16 février.
4 bonnes raisons de se mettre au vert. Paris compte près de 500 espaces verts, du petit square de quartier au bois de plusieurs hectares. Avec l'arrivée des beaux jours, les Parisiens ont pris l'habitude d'en faire leur jardin. Mais attention à respecter certaines règles. Pour pique-niquer, le carré de pelouse à Paris vaut son pesant d'or. Qu'importe qu'il soit en pente raide, comme au but de Chaumont dans le 19e, ou en plein soleil au cœur de l'été, comme au parc André Citroën dans le 15e, le moindre centimètre de gazon est pris d'assaut à l'heure du pique-nique dès les premières éclaircies printanières. Revers de la médaille, une fois les agapes passées, miettes et résidus divers font le bonheur d'autres amoureux des déjeuners sur l'herbe, les rats. Pour éviter qu'ils n'élisent domicile, dans les jardins, tous les restes alimentaires doivent être emportés par ceux qui les produisent, soit déposés dans les réceptacles prévus à cet effet. Et pour signaler la présence de rats, un mail spse.dfas@paris.fr. Deuxième règle pour se rapprocher de la nature. Il est loin le temps où Dutronc chantait sa complainte du petit jardin. De plus en plus d'hectares d'espaces verts, de plus en plus d'arbres, la suppression des pesticides, la faune et la flore parisienne s'épanouissent un peu plus chaque année. Dans le cadre du plan biodiversité, 27 jardins vont être labellisés cette année par la Ligue pour la protection des oiseaux en tant que refuge pour ces derniers. Afin de préserver cette nature, ne prélevez pas d'échantillons de jeunes plants, n'arrachez rien, n'accédez pas aux zones d'intérêt écologique à protéger, aux mares, aux enclos, aux zones en régénération, ne grimpez pas aux arbres et ne nourrissez pas les animaux. Pour découvrir les plus beaux arbres de Paris, rendez-vous sur paris.fr/arbres. Pour jouer à qu'on aimerait parcourir les allées du parc Montsouris dans le 14e à vélo, à l'ombre des platanes communs et autres cèdres du Liban. Mais le règlement est clair à ce sujet. À l'instar du vélo, tous les autres moyens de déplacement, dont la vitesse est en décalage avec le rythme de la marche, ne sont autorisés que dans les espaces signalés. Idem pour les jeux de ballon et les jeux de boules ou de palets, qui disposent de nombreux endroits réservés à leur usage. Et si vous êtes lucanophile, sachez que la pratique du cerf-volant est tolérée uniquement dans les plaines de jeux des bois. Enfin, pour se promener de jour comme de nuit, quel meilleur endroit qu'un jardin pour se mettre au frais les nuits de canicule. Depuis 2015, la ville ouvre certains espaces verts habituellement clos en juillet et août. Et après le succès de l'expérimentation engagée en 2017 sur 4 espaces verts parisiens, 10 parcs et jardins supplémentaires ouvrent 1 heure plus tôt le matin, dès 7 heures en semaine et 8 heures le week-end pour permettre notamment la pratique sportive dès l'aube. Pour veiller au bon déroulement de ces ouvertures, des équipes de sécurité assurent des rondes régulières et pour inciter les Parisiens au respect de l'environnement, les moyens de nettoyage sont renforcés. Plus d'infos sur paris.fr/jardin nocturne. Un fil d'Ariane pour le handicap visuel. Depuis plusieurs années, la ville expérimente de nouveaux dispositifs pour favoriser l'accessibilité de l'espace public aux personnes en situation de handicap visuel. Tour d'horizon. Des poubelles qui obstruent le passage, des vélos mal stationnés. Pour les personnes déficientes visuelles, circuler dans Paris peut devenir le parcours du combattant. Le quotidien d'un aveugle, c'est une dépense colossale d'énergie. Si on peut lui enlever des obstacles, ce n'est que mieux, témoigne Jacques Fournier, malvoyant de naissance et développeur de projets d'accessibilité pour l'association Valentin Houy. Aider au guidage, c'est tout l'objectif des traversées tactiles, bande de 60 cm de largeur, ce revêtement au sol détectable aux pieds, permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'être guidées dans des traversées complexes, comme c'est le cas place d'Alésia dans le 14e, testé depuis 2016 par des piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes et usagers déficients moteurs ou visuels. Ce dispositif va être déployé entre 2018 et 2021 dans plusieurs zones de la capitale. C'est une question essentielle d'accessibilité et de sécurité, confirme Jacques Fournier, qui a fait partie des testeurs. Parmi les grands chantiers d'aménagement parisien, celui de la promenade plantée Brousset dans le 14e, un espace ouvert sans autre point de repère fait référence. Co-conçu avec les associations de personnes en situation de handicap via des maquettes tactiles et des phases de test grandeur nature, le lieu déroule son fil d'Ariane. Au sol, un cheminement contrasté avec le revêtement relie la rue à la promenade tout en desservant les différents aménagements. Un centre culturel de la maison des pratiques artistiques amateurs, des salons de verdure, des agrès, une fontaine d'eau potable. Les promeneurs, malvoyants ou non, auront aussi accès via des balises sonores à des contenus pratiques
pratico-culturelles sur leur portable, ainsi que des informations de guidage. L'idée est d'avoir des outils qui peuvent servir à tout le monde, précise Marion Guillet du pôle innovation de la ville. Plus fonctionnel, l'aménagement à venir des 7 places parisiennes, Bastille, Nation, Place des Fêtes, Place d'Italie, Gambetta, Panthéon et Madeleine devraient proposer avant tout des guidages naturels, pieds de trottoir ou de façade, et les compléter par un guidage artificiel quand c'est nécessaire. Plus d'infos à retrouver sur paris.fr. Un mois hors du commun, du 1er juin au 2 juillet, la ville de Paris, en lien avec les mairies d'arrondissement et les conseils locaux du handicap, organise le mois parisien du handicap. Parmi les temps forts, le challenge de jaccède.com, l'ascension de la Tour Eiffel en fauteuil le 8 juin au soir ou encore le salon autonomique des 12, 13 et 14 juin. Des bibliothèques engagées dans le cadre du mois parisien du handicap. Les bibliothèques de la ville organisent près de 30 événements gratuits et accessibles à tous. Découvrez des jeux tactiles et sonores du 20 au 23 juin à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e, un atelier d'initiation à l'écriture braille le 20 juin à la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e, ou un atelier de conversation en langue des signes française à la bibliothèque Fessard dans le 19e le 29 juin. Entrepreneurs innovants, un incubateur parisien du handicap et pourquoi pas? C'est en tout cas la réflexion qui va être menée durant le mois parisien du handicap autour d'une table ronde au pavillon de l'Arsenal dans le 4e. L'objectif de la ville est de favoriser la création et le développement d'entreprises innovantes par et pour les personnes en situation de handicap. Un site plein de ressources, la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH 75, aura son propre site internet, mis en ligne à la fin du mois parisien du handicap. Ce nouveau portail accessible, convivial et simple d'utilisation permettra de trouver des informations sur les droits des personnes handicapées, les missions de la MDPH et toutes les actualités nationales et locales. Plus d'infos sur paris.fr/handicap. Parisienne 2.0, en 13 ans, la part des startups parisiennes comptant une femme dans leur équipe dirigeante est passée de 8 à 21%, grâce notamment au soutien de la ville de Paris. Cette proportion n'atteint que 10% au niveau national. Rencontre avec ces 3 femmes à la pointe de l'entrepreneuriat. Jordan Paragon, cofondatrice de Formilab. Ici, les femmes osent, prennent le pouvoir. Le phrasé fluide, les mots bien choisis, un anglicisme de ci, de là, hérité de ses 15 années passées dans le marketing. Jordan Paragon a tout de l'entrepreneuse aguerrie. Et pourtant, la création de sa start-up avec son amie Géraldine Blanc ne remonte qu'au printemps 2016. On se dit qu'elle a appris vite. L'explication, sans doute en partie liée à son passage chez Willa, l'incubateur parisien consacré aux femmes dirigeantes de start-up dont elle fait toujours partie. Notre expérience chez Willa est extrêmement fondatrice, confie-t-elle. Cela nous apporte de l'expertise, nous donne accès à des gens ultra compétents dans de nombreux domaines et renforce notre visibilité via des partenariats passés par l'incubateur, le tout dans la bienveillance, importante pour la confiance en soi. Ici, les femmes osent, prennent le pouvoir, ne s'interdisent rien. Après plusieurs mois d'incubation, Jordan songe désormais au développement de Formilab, une nouvelle étape pour la jeune société qui a pour vocation de vendre de la création artisanale de mobilier et d'objets de décoration sur mesure en numérisant tout ce qui peut l'être. L'époque est favorable à l'entrepreneuriat, à l'audace, conclut-elle avec enthousiasme. Plus d'infos à retrouver sur www.formilab.com. Hélène Mérillon, présidente de YouBox, si l'envie est là, tout est possible. Ne lui demandez pas s'il est difficile d'être une femme dans le secteur de la tech. Ingénieure de formation, filière à 90% masculine, Hélène Mérillon est tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat numérique dès ses débuts professionnels à la fin des années 1990. Je dirais qu'il est plus facile de se faire connaître lorsque l'on est une femme que lorsque l'on est un homme, car ce n'est pas courant dans le monde des startups. Son parcours récent le prouve. En 2012, elle lance YouBooks, bibliothèque numérique accessible en illimité sur tablette et smartphone via un abonnement. 6 ans et plusieurs levées de fonds plus tard, son application compte plus de 1,2 million d'abonnés, 120 000 livres et titres de presse à son catalogue et 12 salariés sous sa responsabilité. YouBooks n'est pas qu'une start-up au modèle économique qui marche, c'est aussi une entreprise qui a du sens, qui veut rendre le livre accessible à tous, comme en Afrique francophone où il y a très peu de librairies. Aux femmes qui hésitent à se lancer, elle n'a qu'un conseil à donner, ne pas avoir peur. Il n'y a que du bonheur à prendre des risques. Une start-up attire souvent de vrais talents qui viennent par choix. Cela crée des liens très forts. Si l'envie est là, tout est possible.
Plus d'infos à retrouver sur www.youbooks.fr. Alma Guirao, fondatrice de Citizy, il faut avoir du caractère pour s'imposer. L'entrepreneuriat fait partie de son ADN. C'est dans mon caractère, j'aime ça, clame-t-elle. À 31 ans, Alma Guirao mène tambour battant sa petite entreprise, vient de lever des fonds et épingler à son tableau de chasse EDF, Veolia, Vinci Énergie, Pro BTP et La Poste. Rien que ça. Son credo, améliorer la qualité des déplacements des collaborateurs d'une entreprise et pourvu qu'ils soient doux avec le covoiturage, l'autopartage, le vélo, la marche, les transports en commun. 1 an de salariat et 2h30 de transport par jour l'ont vacciné. L'idée a germé et Citizy est née. L'intérêt de l'application réside dans le partage de trajets entre collaborateurs pour des raisons de sécurité, que cela soit à vélo en ville ou lorsqu'ils rentrent tard en transport en commun. C'est aussi un moyen d'alerter en temps réel en cas d'accident ou de saturation que peuvent connaître ces moyens de transport. 2 ans après la création de sa start-up, Alma reconnaît que le début n'ont pas été toujours faciles. Être une femme dans le milieu de la tech et des transports, c'est se confronter à un milieu très machiste. Il faut avoir du caractère et être vigilante avec la séduction dans une négociation commerciale. Cela peut être mal interprété. Il faut faire encore plus attention lorsque l'on est une femme, mais cela s'apprend. Plus d'infos sur www.citizy.fr. Pionnière, l'incubateur au féminin subventionné par la ville depuis sa création en 2005, Paris Pionnière a accompagné plus de 350 startups fondées par des femmes. En mars 2018, l'incubateur a pris le nom de Willa, synonyme d'une nouvelle façon de promouvoir la mixité dans l'écosystème des nouvelles technologies. Il ne s'agit plus seulement de soutenir et de former les entrepreneuses de demain, mais d'opérer avec tous les incubateurs parisiens pour que les femmes soient plus présentes, quel que soit le domaine. Plus d'infos sur www.hellowilla.co. Découverte, à Paris, les abeilles goûtent à la douceur de vivre. Les abeilles sont plus de 40 millions à bourdonner dans la capitale. Et parce que leur intérêt va au-delà de l'aspect bucolique, la ville s'engage à développer des ruchers. Visite dans celui du parc Georges Brassens, dans le 15e, à vocation pédagogique. Recouverte d'un camail pour se protéger le visage et la tête, l'enfumoir à ses pieds, Odile Tromelin fait observer à la vingtaine d'écoliers, également protégés d'un voile, un cadre extrait d'une des 15 ruches du parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement, recouvert de milliers d'abeilles, issues de la variété Buckfast. Les reines et leurs colonies ont été sélectionnées pour leur douceur et leur tranquillité. Regardez les alvéoles, on distingue bien le couvain, le pollen, le nectar et là, le miel, explique cette passionnée de 37 ans, orthophoniste de profession. Une fois par semaine, elle revêt sa combinaison d'apicultrice bénévole pour ce rucher pédagogique. Comme elle, ils sont une douzaine d'intervenants à sensibiliser les enfants sur les millions d'abeilles domestiquées de la capitale. Un miel au goût de menthe. Avec la diversité de ces plantations, la multiplication de ces espaces verts, les méthodes de culture sans pesticides, Paris séduit de plus en plus les abeilles. Les 2 récoltes annuelles du rucher Georges Brassens permettent de récolter entre 200 et 600 kilos de miel. C'est surtout un miel d'arbre, précise Yves Le Cunudé, apiculteur et responsable du rucher. Les abeilles butinent en hauteur sur les tilleuls, les marronniers ou les acacias. Elles ne sont donc pas au ras des tuyaux ou d'échappement. La personnalité du miel parisien, un goût doux de menthe sucrée très apprécié. Le miel du rucher Georges Brassens a d'ailleurs reçu la médaille d'argent au concours des miels d'Île-de-France, mais produire du miel n'est pas le seul enjeu de ce rucher qui se veut avant tout un espace pédagogique. Depuis sa création, il y a 32 ans, près de 100 000 enfants ont été accueillis de la maternelle au CM2. Pendant 2 heures, les petits Parisiens découvrent le fonctionnement d'une ruche, l'élaboration du miel et le travail de pollinisation. Les enfants savent aujourd'hui que les abeilles sont en danger et que sans elles, il n'y a pas de vie. Ils sont très attentifs, ce sont des protecteurs, se réjouit Yves Le Cunudé. La ville de Paris s'engage à installer 19 nouveaux ruchers dès septembre 2018 sur le domaine municipal, dans les espaces verts et les cimetières parisiens. Plus d'infos, Société Centrale d'Apiculture, www.la-sca.net.
Insolite, Parc et Toit Bourdonne. Le premier rucher de Paris a été installé en 1856 au jardin du Luxembourg dans le 6e. Conçu pour servir de rucher école aux apiculteurs, 2 ruches dominent le rocher du parc Monceau dans le 8e. 6 autres profitent du jardin Kellermann dans le 13e et une dizaine cohabitent dans le jardin de l'Aqueduc dans le 14e arrondissement. Parmi les endroits insolites qui accueillent les butineuses, le toit de l'Opéra Garnier dans le 9e, celui du Grand Palais dans le 8e ou encore du Musée d'Orsay dans le 7e. Un chiffre, 1000, c'est le nombre de ruches à Paris recensées en 2016. Parmi celles-ci, 169 réunies dans 33 ruchers appartiennent au patrimoine municipal. Au BAL, l'image repense le monde, plateforme indépendante d'exposition et de pédagogie consacrée à l'image contemporaine. Le BAL donne à voir le monde autrement. De quoi sommes-nous les contemporains ? C'est de cette citation du philosophe italien Giorgio Agamben que se sont inspirés Diane Dufour et le photographe Raymond Depardon pour imaginer le BAL. Réhabilité en 2010 grâce au soutien de la ville de Paris, ce lieu niché au fond d'une impasse avec son restaurant consacré par la presse gastronomique et sa superbe terrasse fut dans les années folles une salle de bal, un cabaret et un hôtel d'amour. C'est aujourd'hui un espace dédié à l'image document sous toutes ses formes, photos, vidéos, cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les créateurs inventent un langage visuel pour dire le monde dans lequel ils s'inscrivent, explique la directrice Diane Dufour qui a dirigé l'agence Magnum Photo de 2000 à 2007. Quitte à parfois surprendre, voire troubler le visiteur à l'image de l'expo En suspens qui s'est tenue jusqu'au 13 mai dernier. 14 artistes ont questionné l'état de blocage et l'enfermement dans des cycles. Pour autant, le BAL se veut le plus accessible possible et cherche à drainer des publics de tout âge, de tous milieux sociaux, dans la veine de sa philosophie initiale, l'éducation citoyenne par l'image. On fait en sorte qu'un enfant de 15 ans puisse comprendre ce que nous faisons ici. Rien n'est fait qui reste dans l'opacité ou l'élitisme, précise Diane Dufour, consciente des enjeux pédagogiques que revêtent la culture et l'image en général. Pour la prochaine exposition, une carte blanche a été donnée à l'artiste suisse Batia Sutter pour son installation in situ, Radial Grammar, différentes œuvres mises côte à côte qui se répondent, créent de nouvelles formes. Un concours sur le réseau social Instagram va même être lancé avec l'idée de s'approprier le geste de l'artiste. On vous l'a dit, l'image contemporaine sous toutes ses formes. Rendez-vous donc 6 impasse de la Défense dans le 18e pour en savoir plus www.le-bal.fr et un numéro de téléphone 01 44 70 75 50. Pédagogie, façonner le regard. Depuis septembre 2008, la Fabrique du Regard, plateforme pédagogique du BAL, mène un travail en profondeur avec le public scolaire, issu des établissements du quartier et de 11 autres académies en France, relevant pour la majorité de l'éducation prioritaire. Quelques 2000 jeunes de 6 à 18 ans sont formés chaque année grâce à 7 programmes thématiques. Portes ouvertes aux Beaux-Arts. Les 15 et 16 juin, les ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris ouvrent leurs portes aux adultes amateurs, quel que soit leur niveau. Dessin, peinture, lithographie, sculpture, modelage, photographie, atelier 3D, cinéma d'animation, bande dessinée, architecture, histoire de l'art, etc. Les domaines artistiques sont variés et adaptés à tous. Plus d'infos sur le www.paris.fr/atelier au pluriel -beau-art. Conservatoire, inscrivez-vous. Les inscriptions au conservatoire de la ville sont ouvertes. Les débutants en musique, danse ou art dramatique sont invités à le faire jusqu'au 15 juin, 15h. Les non-débutants en art dramatique, qui ont entre 18 et 26 ans, ont du 9 juillet au 22 août pour le faire, sur test d'entrée, tandis que les non-débutants en musique et en danse pourront s'inscrire du 15 juin au 22 août sur test d'entrée également. Plus d'infos, inscription sur paris.fr/conservatoire. Le patrimoine cultuel restauré. Dans le cadre du plan en faveur du patrimoine cultuel, la ville de Paris poursuit la restauration de ses églises, notamment celle de l'église de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e, où les décors du transept avec sa voûte étoilée ont été inaugurés au début avril. À noter également la rénovation totale de la superbe façade de l'église Saint-Augustin dans le 8e et celle de l'église Saint-Eustache dans le 1er, donnant sur le jardin Nelson Mandela. Plus d'infos sur paris.fr. Un nouveau tiers-lieu pour l'innovation démocratique. À la suite d'un appel à projet lancé par la ville de Paris, la halle civique de Belleville dans le 20e a ouvert ses portes le 12 mars.
Ce nouveau tiers-lieu est entièrement dédié à la participation citoyenne et l'innovation démocratique. La grisaille ambiante n'entame en rien l'effervescence qui anime le pavillon du parc de Belleville en cette journée printanière. D'abord parce que la baie vitrée, avec sa vue imprenable sur Paris, offre une luminosité exceptionnelle aux 650 mètres carrés de l'espace qui accueille depuis le 12 mars une halle civique. Ensuite, parce que la pépinière d'associations et d'entreprises présente a de quoi se réjouir. Ce 12 avril s'est déroulée la journée de clôture de la 2e édition du Printemps citoyen qui s'est tenue du 21 mars au 4 avril dernier. Plus de 600 débats, conférences et tables rondes ont été organisés dans toute la France. S'enthousiasme Kevin André, gestionnaire du lieu et cofondateur de l'entreprise Kawa, à l'origine de cette grande fête de la démocratie. Plateforme collaborative de l'économie sociale et solidaire qui facilite les connexions dans la vie réelle. Kawa est également cofondatrice de la Halle Civique avec la 27e région, Indivisible, Démocratie ouverte et l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. On voulait développer un tiers-lieu d'échange autour des questions de démocratie et de participation citoyenne, explique Kevin André, qui se félicite par ailleurs de l'organisation de la Nuit des débats depuis 2016 en partenariat avec la ville. Une vingtaine d'associations, d'entreprises et d'institutions qui œuvrent à inventer de nouvelles manières de faire vivre la démocratie sont aujourd'hui adhérentes du collectif. Des espaces de coworking sont également loués à des structures dites civic tech, des associations ou des entreprises, ouvertes aux professionnels comme au public en fonction des événements organisés. Une table ronde intitulée « Innovation démocratique, attiser la curiosité des médias » était ouverte à tous ce jour-là. La halle civique se veut avant tout un lieu d'expérimentation et de collaboration, résume Léa Giraud de l'association Démocratie ouverte. On travaille avec des sociologues, des entrepreneurs, des designers de politique publique, autant d'acteurs qui ont des spécificités complémentaires des nôtres. Certes, une transition démocratique ne s'effectue pas en quelques mois. Ça prend du temps, concède Kevin André, conscient de n'en être qu'aux prémices du changement. Mais confiant et enthousiaste, il espère voir naître d'autres tiers-lieux de participation citoyenne, à l'image du Civic Hall de New York et de celui de Madrid. Celui de Paris se trouve 27 rue Piat dans le 20e. Plus d'infos sur www.halle.civic.org. Comprendre qu'est-ce que la Civic Tech pour Civic Technology ou Technologie Civique représente l'ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d'améliorer le système politique. En France comme à l'étranger, les initiatives se multiplient. Objectif, passer d'une société de la représentation à celle de la participation. En photo ici, la journée de clôture de la 2e édition du Printemps citoyen en présence des adhérents de la Halle Civique. Les 10 festivals incontournables de l'été, des notes de jazz, des pas de danse, une balade musicale au grand vert, la rue en fête, une toile sur la plus belle avenue du monde, tour d'horizon estival, des grands rendez-vous qui vont vous faire vibrer. Du 22 au 24 juin, le festival Solides, festival militant qui fait rimer musique et solidarité. En marge des concerts, une tribune est offerte aux associations de lutte contre le sida. Solides fête ses 20 ans et pour l'occasion a vu les choses en grand avec de jeunes talents, têtes d'affiche nationales et internationales. David Guetta, Chaka Ponk, Ayam, Nekfeu, Jen, Camille, Eddie de Préto. Rendez-vous sur l'hippodrome de Longchamp dans le 16e et pour plus d'infos, www.solides.org. Du 2 au 22 juin, Festival June Evans. Vibrez au rythme des pulsations de June Evans. Ce festival de danse favorise la découverte de jeunes talents aux côtés de chorégraphes plus confirmés avec plus d'une centaine de danseurs et musiciens, 16 créations, un spectacle en plein air et un spectacle jeune public. C'est à la Cartoucherie dans le 12e arrondissement, au Parc de Bercy dans le 12e également, au Bal dans le 18e, au Théâtre Paris-Villette dans le 19e. Retrouvez la programmation sur www.unevans.fr. Du 1er au 15 juillet, le festival Rhizome, la musique du monde, se déploie au vert pendant 3 week-ends de concerts et de balades musicales gratuits et accessibles à tous pour cette 16e édition. Des dizaines d'artistes venus du Mali, du Sénégal, de Chine, du Maroc, d'Éthiopie, d'Algérie, du Limousin, des plaines de la Seine-Saint-Denis ou encore des Hauts de Montreuil. Rendez-vous donc dans les parcs et jardins du 18e. Pour en savoir plus, www.festivalrhizome.fr. Du 16 juillet au 4 août, festival Paris l'été. Des performances surprenantes du théâtre, de la danse, du cirque capillotracté, de la musique au son du taiko, tambour japonais. Paris l'été sème des spectacles variés dans la capitale et s'empare de lieux connus ou atypiques. C'est au lycée Jacques Decour dans le 9e,
Hôtel de Sully dans le 4e, à la piscine Paéron dans le 19e et au Montfort dans le 15e, ainsi qu'au musée Picasso dans le 3e. Retrouvez la programmation sur www.parilété.fr. Du 5 au 7 juillet, Fnac Live Paris. Retrouvez l'un des grands rendez-vous de l'été parisien avec 3 jours de concerts gratuits. Le festival Fnac Live enflamme le parvis de l'hôtel de ville et ses salons avec une trentaine de concerts autour d'une programmation éclectique. Sting et Shaggy, Gaël Faye, Dominique A, Asaf Avidan, etc. C'est au parvis de l'hôtel de ville, dans le 4e. Retrouvez la programmation sur www.fnacliveparis.com. À noter également du 7 juin au 30 septembre la plage de Glazart. Entre ses soirées clubbing et les pieds dans le sable et ses concerts en plein air, la plage offre détente et danse pour tous les Parisiens en quête d'évasion. Au programme des festivités pop, rock, house, disco, cumbia, techno et trance. Ce sera 7-15 avenue de la Porte de la Villette dans le 19e. Plus d'infos sur www.glazart.com. Du 30 juin au 22 juillet, Paris Jazz Festival, ça va jazzer. Pour sa 25e édition, l'événement incontournable de la scène jazz vous propose tout au long de 4 week-ends une programmation et des animations riches et éclectiques accessibles à tous les publics. C'est au Parc Floral de Paris dans le 12e, le site dédié www.parisjazzfestival.fr. Du 15 au 17 juin, les Nocturbaines. Des compagnies venant de toute la France se produisent au cœur du 20e durant un week-end de fête et de convivialité. Théâtre, chant, danse, cirque, etc. 3 jours de culture, de spectacles gratuits à vivre et dévorer seul ou en famille. Rendez-vous dans les espaces publics du 20e arrondissement. Plus d'infos sur la page Facebook dédiée facebook.com/lesnocturbaines.lefestival. Du 12 au 19 juin, Champs-Élysées Film Festival, faire découvrir ou redécouvrir le cinéma indépendant français et américain. C'est la nouvelle mission de cette 7e édition. Parmi les invités d'honneur, John Cameron Mitchell, David et Nathan Zellner, avenue des Champs-Élysées, donc dans le 8e. Pour plus d'infos, www.champsélysées-filmfestival.com. Du 15 au 17 juin, les Pestacles. Rendez-vous apprécié des familles. Les Pestacles emmènent les enfants voyager en musique tout l'été. Au programme, des concerts en tout genre, des rencontres, des ateliers et des spectacles dans un cadre d'exception. C'est au Parc Floral de Paris, dans le 12e. Plus d'infos sur www.lespestacles.fr. Les citoyens, tout âge confondu, se réapproprient la ville. Rencontre avec le sociologue Serge Guérin, spécialiste des seniors, des enjeux intergénérationnels et du vivre ensemble, et membre du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Comment définir la façon de vivre ensemble à Paris en 2018 ? C'est une ville où les publics se retrouvent dans des formes d'entre-soi, ça l'a toujours été. On a longtemps dit que Paris était une suite de villages, c'est toujours vrai. Les gens ont plaisir à se retrouver, à partager des moments conviviaux ensemble. C'est positif, mais chaque village reste un peu fermé sur lui-même. Est-ce différent dans les autres métropoles ? La métropolisation, le fait que la ville devient un acteur majeur du développement économique, de l'attractivité d'un pays avec une tendance à la gentrification, est un phénomène qui est partagé dans toutes les métropoles d'Europe du Nord ou de l'Ouest, avec son corollaire, l'accélération des prix du foncier. Se pose alors la question des gens qui font vivre la ville, l'infirmière, l'agent de la propreté, et qui n'ont plus vraiment leur place dans les centres-villes. Quelles améliorations apporter pour mieux partager la ville ? Une ville comme Paris a déjà une force incroyable, la qualité de ses transports. Cela permet notamment le déplacement d'un village à un autre. Ensuite, le Parisien oublie souvent qu'il est privilégié en termes d'accès aux soins, aux services publics, à l'éducation. Des améliorations pourraient encore être faites en termes de sécurité, de propreté ou en faveur des classes moyennes. Comment les seniors vivent-ils à Paris ? On pense beaucoup la ville comme celle des jeunes et pas des seniors, ou que les seniors à Paris sont forcément riches. C'est faux. Leur population est stable, on peut dire qu'ils s'y plaisent, mais les Parisiens âgés sont soit des enfants de Paris et ne veulent la quitter sous aucun prétexte, soit issus d'autres régions et ont alors tendance à se rapprocher du lieu où ils ont grandi au moment de la retraite. On peut alors penser que ces derniers n'y vivent pas si bien. Comment s'adapter à eux ? C'est un des questionnements qu'elles s'engagent à répondre les villes amies des aînés comme Paris. Que pensez-vous des initiatives comme la colocation intergénérationnelle et autres partages de lieux de vie ? Tout ce qui favorise le lien intergénérationnel est positif et porteur d'une ville plus agréable à vivre. Et il y a aujourd'hui une réciprocité entre générations qu'il n'y avait pas auparavant. On apprend aussi de ces petits-enfants, c'est un point fort dans notre pays et cela contribue à créer des métropoles de la longévité.
Comment les plus petits s'approprient-ils l'espace public ? Souvent, les personnes âgées nous disent que l'on ne voit plus les enfants jouer dans les rues comme c'était le cas avant. La ville a donné la priorité à la rapidité, mais cela est en train de changer avec le développement des mobilités douces, de la piétonisation et du réaménagement urbain actuel. Les citoyens, tout âge confondus, sont en train de se réapproprier la ville. Kiosque, des goûts et des couleurs. Benoît Peeters, écrivain et scénariste spécialiste de Tintin, est aussi féru de cuisine. Il concilie ses deux passions dans Comme un chef avec la dessinatrice Aurélia Aurita. Comment la cuisine est-elle venue à vous ? À la fin des années 1970, j'ai observé avec stupéfaction l'arrivée du premier fast-food. Or, à côté de ma vie littéraire et intellectuelle, je me passionnais pour la cuisine. À l'époque, il y avait une forme de liberté qui me permettait de mêler vie de chercheur, de romancier et de cuisinier à domicile. Je ne fais pas de séparation stricte entre travail manuel et intellectuel. Dans l'écriture, le travail de scénario, la cuisine, il y a une dimension artisanale, sauf qu'en cuisine, ce qu'on consomme disparaît. Comment est née l'idée de cette bande dessinée ? Il y a un peu de nostalgie dans ce livre autobiographique, mais aussi de l'humour et l'envie de transmettre une joie simple. Je voulais montrer combien la cuisine peut être autre chose qu'une contrainte quotidienne. La pratiquer en amateur apporte une autre manière d'être. C'est aussi un hommage à ces hommes de passion que j'ai rencontrés, Claude Perrault, Willy Slawinski, les frères Trois Gros. J'ai tout de suite pensé à Aurélia et à son style graphique pour les dessins. En quoi Paris était et demeure une cité culinaire ? Dans ma jeunesse, la cuisine française était très traditionnelle et inaccessible financièrement. Les brigades étaient masculines et autoritaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écoles et de femmes. De la même manière que dans le monde de la BD, j'ai été frappé par les évolutions. Le vrai enjeu, c'est de se réinventer sans cesse. Donnons aux jeunes des principes d'éducation culinaire et si les grandes tables tiennent leur rang, nos brasseries devraient parfois être plus inventives. Comme un chef, signé Benoît Peeters et Aurélia Aurita aux éditions Casterman, 216 pages, 18,95 €. Votre magazine à Paris vous conseille aussi un roman, Amour de jeunesse. C'est sur le tournage de Baiser volé de Truffaut qu'un jeune figurant de 19 ans passionné de cinéma rencontre Judith. 45 ans plus tard, il part en quête de leur brève histoire d'amour dans un Paris fait de souvenirs et de décors de cinéma. Le figurant de Didier Blonde aux éditions Gallimard, 160 pages pour 15 €. Une intrigue, destin croisé. La journaliste suédoise Britta Röstlund vit à Paris depuis 15 ans. Avec ce premier roman, elle entraîne le lecteur dans les rues de la capitale à travers un mystérieux chassé-croisé où se confrontent des personnages étonnants et hauts en couleur. En attendant Monsieur Bélivier, Britta Röstlund aux éditions Lattès, 320 pages, 20,90 €. Philosophie, la cité de la philo, le Paris de Sartre, de Beauvoir, de Foucault, de Pascal ou de Simone Veil, l'école normale supérieure La Sorbonne, les lieux et les personnages de l'histoire philosophique française et étrangère, Hegel ou Heidegger arpentèrent Paris, eux aussi, façonnent ce voyage dans le temps. Paris philosophe de Jean Lacoste aux éditions Bartilla, 216 pages pour 19 €. Paris vu d'ailleurs, tout d'abord sur le site de la Repubblica.it, quotidien italien. Le trio de merveilles s'appelle Paris, Londres et Rome. Les trois métropoles parviennent même à dépasser les paradis comme Bali en Indonésie ou Marrakech au Maroc. Les lauréats ont été établis en utilisant un algorithme basé sur la quantité et la qualité des critiques et des scores recueillis par les hôtels, attractions et restaurants recensés par TripAdvisor. Pour la radio britannique BBC, un boulanger franco-tunisien qui a gagné le droit de fournir le palais présidentiel avec ses baguettes pour un an confie que le pétrissage est le secret caché derrière ce prix. Trop de gens vont trop vite avec l'étape du pétrissage, raconte Mahmoud Msedi, gagnant de la dernière édition de cette compétition parisienne annuelle. Enfin, pour The Independent, quotidien britannique, Anne Hidalgo a annoncé planifier une étude sur la faisabilité d'une gratuité des transports dans toute la ville. Elle a encouragé une série de mesures pour stopper la pollution urbaine, comme transformer une route le long de la Seine en un parc public ou construire plus de voies cyclables. Groupe socialiste et apparenté, un texte signé Rémi Ferraud, président du groupe. La qualité de l'air s'améliore à Paris. La diminution de la pollution de l'air constitue une priorité de notre action municipale. Depuis 2001 et l'élection de Bertrand Delanoë, notre politique porte ses fruits car la pollution s'amenuise chaque année. Principale source de pollution, la circulation automobile continue de diminuer. Ainsi, l'année dernière, les voitures en circulation ont diminué de 4,8% par rapport à 2016, ce qui constitue une baisse
sans précédent. En septembre 2017, leur nombre a même baissé de 10% par rapport à l'année précédente et de 8% en octobre. Cette baisse se poursuit en 2018. En janvier, la circulation a encore reculé de 4,5% par rapport à 2017. Mais nous devons encore amplifier notre lutte car les niveaux d'exposition au dioxyde d'azote et aux particules fines restent supérieurs au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé dans Paris intramuros où se concentre l'essentiel de la pollution. Tous les spécialistes connaissent le lien entre la pollution de l'air et la recrudescence de certaines maladies, notamment chez les plus fragiles, comme les enfants et les seniors. Plus de 7 millions de personnes en meurent chaque année dans le monde selon l'OMS. Afin de lutter contre ces effets néfastes, Anne Hidalgo et son équipe mettent en œuvre un plan ambitieux d'amélioration de la qualité de l'air qui allie des aides incitatives en faveur des mobilités propres et des restrictions progressives de circulation pour les véhicules les plus polluants. De même, Paris développe les transports en commun en finançant plus de 30% du budget du syndicat des transports d'Île-de-France. Cette politique donne des résultats concrets. En effet, Air Paris a récemment salué l'efficacité de la zone à circulation restreinte ZCR mise en place dans la capitale. Il conviendrait aujourd'hui d'aller plus loin en étendant ce dispositif à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Nous le savons, la lutte contre la pollution demande des efforts parfois difficiles à mettre en œuvre, mais elle est indispensable. Elle ne réussira que si nous acceptons tous de modifier nos comportements et faisons preuve de courage politique et de responsabilité collective. Vous pouvez retrouver le groupe sur Twitter et Facebook @LUPS Paris. Groupe UDI Modem, Éric Azière, président du groupe, de nouvelles frontières pour le logement. Les années passant, le logement continue d'être la première préoccupation des Parisiennes et des Parisiens. Cette situation dure tant à cause de l'absence de solutions apportées que d'un marché immobilier très tendu. Avec un marché à 9 000 € le mètre carré, l'accession à la propriété à Paris est hors de portée des classes moyennes. Le parc social, saturé, n'offre que 11 000 places par an pour 240 000 demandeurs. Les locataires du parc privé, dont les besoins augmentent avec l'évolution de leur situation familiale, doivent se résigner à se tasser dans un logement trop petit ou à traverser le périphérique. Pour toute réponse, la ville se borne à créer du logement social en trompe-l'œil. En 2016, sur les 7 977 logements sociaux produits, 5 606 émanaient d'un conventionnement de logements existants et déjà occupés. Quant aux véritables 2 371 constructions, 2/3 d'entre elles ont nécessité la démolition de logements existants. La ville tente également de densifier la moindre parcelle encore disponible. Dents creuses, sous-sol, emprise ferroviaire, mais aussi construction en hauteur, solution loin d'être plébiscitée par les Parisiens. Cette offre nouvelle de logements est marginale et se fait au détriment d'une densité extrême, Paris étant la ville la plus dense d'Europe. Ce n'est pas sans incidence sur la qualité de vie, les transports étant déjà saturés et les nouveaux espaces verts se résumant à des abribus végétalisés. Tout ceci nécessite de changer de vision et de repousser les frontières de la politique du logement de Paris à l'échelle d'une métropole qui ne manque pas, elle, de foncier disponible. La ville de Paris pourrait participer au financement de logements et d'équipements pour les classes moyennes dans la métropole, sans pour autant répéter les errements urbanistiques du passé. Si plusieurs sensibilités politiques se retrouvent sur cette vision nouvelle, nous pourrons bâtir un projet réaliste dans un périmètre nouveau pour augmenter et diversifier une offre de logements accessible à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Groupe Les Républicains et Indépendants, représenté par Florence Berthoud, présidente du groupe. Vélib, chronique d'un fiasco annoncé. Vélib est victime d'une sortie de route au terme d'une succession d'erreurs de la ville de Paris et du nouvel exploitant Smovengo. C'est la ville de Paris et elle seule qui a choisi le mauvais prestataire au terme d'une procédure qu'elle a conduite de A à Z. En écartant systématiquement l'opposition du processus d'appel d'offres, la maire de Paris a privé sa décision de toute garantie majoritaire au sein du syndicat mixte Autolib Vélib Métropole. Paris a pu imposer son candidat aux autres communes. Le choix d'une entreprise sans référence solide pour déployer 1400 stations et 24 000 vélos sur la métropole faisait craindre le pire. À Montpellier, le service ne donne ainsi pas satisfaction alors qu'il est limité à 600 vélos. La transition n'a pas été suffisamment anticipée, comme en témoigne l'ouverture de 64 stations sur les 600 prévues au 1er janvier 2018. Alors que Smovengo n'a jamais exploité de vélo électrique, la ville de Paris ne lui a même pas fourni le plan du réseau électrique. Le retard pris dans le déploiement des stations n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pour les abonnés, l'utilisation du Vélib relève de l'exploit tant il
doivent conjuguer au quotidien avec les vélos bloqués en station, les erreurs de facturation qui entraînent le blocage de leur compte ou encore un service client défaillant. Incapable d'honorer son contrat, Smovengo a dû revoir le service à la baisse. Les vélos à assistance électrique ont été retirés alors qu'il s'agissait de la nouveauté attendue. Les défauts de conception du service, le désistement des sous-traitants et le climat social délétère au sein de l'entreprise empêchent de fixer une date de déploiement complet du service. La maire de Paris doit enfin assumer ses responsabilités pour sortir rapidement Vélib de l'ornière. Sans attendre, il faut faire toute la transparence sur la capacité de Smovengo à respecter ses engagements. Ensuite, il faudra prendre les décisions qui s'imposent pour garantir aux Parisiens le retour à un service de vélo en libre-service fiable et performant. Retrouvez-nous sur groupe lesrépublicains.paris. Groupe communiste Front de gauche, Nicolas Bonnet-Oulalge, président du groupe. L'hyperconsommation n'est pas un projet pour Paris. Les commerçants parisiens sont actuellement menacés. Une nouvelle guerre commerciale est engagée dans le secteur du commerce alimentaire. Le nombre des chaînes de supérettes a explosé dans la capitale, plus de 100% en 10 ans. En raison des forts coûts d'entrée, coûts du foncier, de la logistique, seules ces chaînes de la grande distribution peuvent s'installer. Pour se développer, elles multiplient les stratégies agressives et proposent de nouveaux services pour prendre l'avantage sur leurs concurrentes. Ouverture 24 heures sur 24, services de livraison dans l'heure grâce à des plateformes internet, repoussent encore plus loin les logique de la société de l'hyperconsommation et constitue un avantage concurrentiel sur les commerces de proximité. L'autorité de la concurrence devrait pouvoir se prononcer, nous le demandons. Nous souhaitons protéger les commerçants parisiens. Pour cela, le groupe communiste a porté 2 propositions phares. Le label Fabriqué à Paris, qui garantit visibilité aux fabricants et qualité aux consommateurs, et les halles alimentaires qui permettent un accès à une alimentation saine à toutes et tous et une juste rémunération des producteurs grâce aux circuits courts et locaux. Tous les grands groupes, eux, bénéficient d'économies d'échelle, sans compter les politiques salariales et de gestion du personnel qui tirent les salaires vers le bas, diminuent les prix et augmentent les profits. La course effrénée à la consommation menace de redessiner notre vie dans la vidant de ces petits commerces. Nous nous étions opposés à la volonté du gouvernement de faire de Paris une ville consacrée aux grandes enseignes et aux touristes en autorisant l'ouverture de tous les commerces le dimanche. Il en est du rythme de la ville comme de son urbanisme. On s'apercevra dans 20 ans que l'ouverture non-stop des commerces à Paris aura modifié le visage de la ville et il faudra 20 ans pour reconstruire une convivialité commerciale. Ce n'est pas notre vision de Paris ni notre projet de société. Nous défendons un Paris pour toutes et tous, un Paris où l'on peut vivre et travailler dignement, un Paris où l'on peut respirer sans être sans cesse sollicité par la société de consommation. Groupe écologiste de Paris, David Béliard, président du groupe, le viager public pour vivre plus longtemps chez soi. Les personnes de plus de 60 ans sont aujourd'hui 460 000 à Paris et à l'horizon 2040, elles devraient représenter le quart des Parisiens et Parisiennes. Dans notre ville, le vieillissement de la population et la précarisation de nos aînés sont des réalités que nous devons prendre en compte. Ce sont 9,5% des plus de 75 ans et 15,5% des 60-74 ans, contre 10% dans le reste de la France, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pour répondre aux besoins spécifiques des seniors, alors que la retraite n'est plus synonyme de vieillesse, maladie ou handicap, la collectivité doit innover. Innover pour répondre notamment aux nouvelles dépenses, qu'elles soient médicales, conserver son autonomie le plus longtemps possible, nécessitant l'embauche d'aide à domicile ou la réalisation de travaux d'aménagement ou du quotidien, faciliter ses déplacements, maintenir sa vie sociale. Nous avons proposé et obtenu au Conseil de Paris du mois de mars 2018 la création d'un viager public solidaire à Paris. Bien que l'immobilier reste une valeur refuge, la propriété ne suffit souvent plus à protéger de la pauvreté à l'âge de la vieillesse. Le viager municipal apportera ce complément de revenus de la part d'une institution publique solide à toute personne retraitée, propriétaire, mais aux revenus modestes, faisant face à des difficultés pour payer ses frais médicaux, l'adaptation de son logement ou de façon générale ses frais liés à la perte d'autonomie. C'est une opportunité pour l'amélioration du confort de vie des seniors que nous proposons. La mise en place d'un viager municipal sera également bénéfique à toutes et tous. En effet, chaque logement vendu en viager public et solidaire pourrait devenir un logement social à l'issue du viager. Ce dispositif permettrait d'accompagner l'objectif municipal de création de logements sociaux partout dans la ville et de promouvoir la mixité sociale à Paris. Groupe radical de gauche, centre et indépendant avec Laurence Goldgrab, présidente du groupe.
Paris apaisé, luttons contre les nuisances sonores. Selon le Guardian, Paris serait la 3e ville la plus bruyante du monde. Le bruit a un impact sur la qualité de vie et sur la santé. C'est une source de pollution qu'il faut combattre. Mis à part les effets auditifs connus tels que les acouphènes ou l'extrême sensibilité au son, le bruit peut également produire des troubles du sommeil, du comportement et à long terme aggraver les pathologies cardiaques. Une étude récente de Bruit Parif estime que les véhicules 2 roues motorisés sont la principale origine du bruit dans la capitale. Cependant, ces nuisances sonores sont surtout occasionnées par des 2 roues motorisées à des régimes moteurs anormalement élevés qui modifient leur dispositif d'origine ou qui adaptent des versions non homologuées de pots d'échappement. Si la qualité de l'environnement sonore à Paris est en amélioration, notamment grâce à des mesures que nous avions soutenues, comme la baisse de la limitation de vitesse à 70 km/h sur le périphérique ou l'augmentation du linéaire de voie à 30 km/h, nous devons rester vigilants. Le groupe RGCI, soucieux de la santé des Parisiens et du respect des normes en la matière, rappelle la nécessité d'avoir un cadre apaisé pour notre ville. En ce sens, le 20 mars 2018, nous avons adressé une question écrite à la préfecture de police sur les actions menées contre les nuisances sonores à Paris. Celle-ci est restée sans réponse. Les nuisances sonores gênent de nombreux Parisiens. Nous renouvellerons donc nos demandes d'information à la préfecture de police. Nous souhaitons un bilan des actions menées depuis 2012 pour lutter contre les nuisances sonores, ainsi qu'un détail des infractions constatées pour l'émission de bruit, pour circulation non soumise à réception, ainsi que pour commerce de pots d'échappement non homologués. Cette réflexion sur le bruit concerne tous les Parisiens, mais surtout ceux des abords du périphérique. C'est pourquoi les élus du groupe RGCI y sont particulièrement attachés. Pour retrouver le groupe radical de gauche, centre et indépendant, groupe-prgci-paris.com et sur Twitter, @groupe RGCI. Groupe Les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. Alexandre Vesperini, président du groupe de la démocratie à Paris. Délibérer de l'achat d'ustensiles de cuisine pour les pompiers de Paris ou discuter de l'insuffisant nettoyage des vitres dans nos écoles élémentaires, bavarder lors de débats inutiles car sans vote, s'émouvoir de l'immobilisme de l'État et des Nations Unies sur des causes internationales pourtant très éloignées des enjeux municipaux pour lesquels nous avons été mandatés, siéger pendant des jours entiers à l'hôtel de ville, bien souvent en l'absence de la maire de Paris elle-même, tel est désormais le lot commun des séances du Conseil de Paris. Ce dernier n'est en effet plus une véritable assemblée municipale, mais le reflet d'un monde archaïque où les décisions les plus importantes sont prises hâtivement dans un couloir, où les débats publics sont devenus secondaires et caricaturaux. Comment se fait-il, par exemple, que les élus parisiens n'aient pas donné leur avis en amont sur l'installation des tulipes de Jeff Koons ou sur les conditions d'organisation du Grand Prix de Formule E? Comment expliquer qu'en revanche, 42% du temps de parole du dernier Conseil de Paris ait été consacré aux vœux non rattachés, c'est-à-dire sans aucun rapport avec l'ordre du jour initial? Est-il sérieux de ne jamais tenir la commission permanente et de réunir 7 commissions thématiques sans qu'il n'y ait de vote sur aucune délibération et sans compte-rendu en ligne, comme c'est le cas au Parlement? Dans les métropoles voisines, la démocratie locale est marquée par l'efficacité et la transparence. À New York, les conseils municipaux ne dépassent pas la journée et regroupent 51 élus pour 8 millions d'habitants. Au Royaume-Uni, l'Assemblée du Grand Londres est composée de 25 membres élus assurant la gestion de 14 milliards d'euros, le double du budget de Paris, avec des tribunes du public remplies, contrairement à Paris où les habitants ne s'y pressent guère. Au lieu d'organiser une pseudo-votation citoyenne pour ou contre la voiture individuelle polluante, Madame Hidalgo ferait mieux d'associer enfin les Parisiens et leurs élus aux décisions qui les concernent. Groupe démocrate et progressiste avec Julien Bargeton, Fadila Mellal, Anne-Christine Lang, Thomas Loret et Didier Guillot. Nouveau souffle pour les politiques sociales. Paris, du fait de son attractivité, de son histoire et de son statut particulier, a toujours attiré à la fois richesse et pauvreté. Mais si la lutte contre la grande exclusion est la grande cause de la mandature actuelle, force est de constater que les problèmes liés à la pauvreté persistent dans la capitale. Dans le même temps, les politiques sociales de la ville ont besoin d'un nouveau souffle et d'une refonte à l'aune des crises contemporaines qui accentuent les difficultés anciennes. Prenons en compte la métropole du Grand Paris, la meilleure échelle pour mener cette lutte contre la précarité. Modernisons réellement et repensons globalement nos aides et actions de solidarité et d'intégration. Les dispositifs se sont stratifiés sans être ni réévalués ni revus.
Plusieurs dizaines d'aides existent, elles sont souvent compliquées à obtenir. Elles doublonnent parfois avec les aides étatiques sans que les potentiels bénéficiaires ne le sachent toujours. Renforçons donc la lisibilité, la cohérence, l'équité des actions à mener pour davantage d'efficacité. Développons ainsi les partenariats innovants, travaillons avec les communes voisines, articulons mieux les différents services. Des phénomènes nouveaux sont effectivement apparus. Mineurs étrangers isolés, flux migratoires, enfants mendiants, etc., sans que la logique et l'organisation de nos politiques sociales s'y adaptent totalement. Un plan zéro enfant à la rue dépassant les cloisonnements géographiques et administratifs habituels serait de nature à faire converger toutes les énergies et les bonnes volontés à partir du terrain. Les Parisiens souhaitent que la situation s'améliore sans que ville et État ne se renvoient sans cesse la balle des responsabilités. Les Parisiens ne connaissent ni tous les sigles ni la complexité administrative, ils veulent des solutions concrètes aux difficultés réelles qu'ils constatent tous les jours. Coût du logement, crèche et garde d'enfants, prise en charge de la dépendance des personnes âgées, car le social aussi doit être le lieu de l'innovation et de la transformation. Les bons plans à Paris, bénéficiez des avantages proposés par votre magazine à Paris. Exposition, la culture de l'encens au temps des empereurs, au musée Cernouchi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. La culture chinoise est abordée par le biais du parfum dans l'expo Parfum de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs jusqu'au 26 août. Au total, une centaine d'objets d'art et d'archéologie, dont des prêts exceptionnels du musée de Shanghai, donnent un vaste aperçu de la civilisation chinoise. Gagnez 2 places en envoyant vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le mercredi 13 juin pour participer au tirage au sort et faire partie des 5 chanceux. Rendez-vous sinon pour découvrir cette exposition 7 avenue Velasquez. Plus d'infos sur www.cernouchi.paris.fr et par téléphone au 01 53 96 21 50. Rétrospective, huile sur toile de Zhao Wuqi. Les huiles sur toile du chinois Zhao Wuqi s'affichent au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'en janvier 2019. Une chance vous est offerte d'admirer 40 œuvres poétiques de grande dimension, parmi lesquelles des encres jamais présentées avec l'exposition L'espace et silence, un véritable hommage à l'artiste après 15 ans de quasi-absence à Paris. Obtenez 2 places pour cette rétrospective en envoyant un mail à inviteaparis@paris.fr le jeudi 14 juin. Soyez parmi les 5 premiers. C'est au 11 avenue du Président Wilson dans le 16e. Plus d'infos par téléphone au 01 53 67 40 00, mais aussi sur le site www.mam.paris.fr. Théâtre Flaubert sur les planches, 2 comparses s'interrogent sur la marche du monde avec bonhomie et maladresse. Le metteur en scène Jérôme Deschamps a choisi d'adapter le livre de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, interprété par les comédiens Michel Lescaut et Lucas Hérault, pour dénoncer la bêtise éternelle et universelle. Tentez de gagner 2 places pour la représentation du jeudi 21 ou du vendredi 22 juin en envoyant vos coordonnées à invitation au pluriel @théâtredelaville.com le lundi 11 juin et rendez-vous à l'espace Cardin, 1 avenue Gabriel dans le 8e. Pour plus de renseignements, 01 42 74 22 77. Musique, clubbers, les pieds dans le sable. La plage du Glazart propose aux Parisiens de profiter des plaisirs balnéaires à la Villette. Du 7 juin au 30 septembre, plusieurs centaines d'artistes pop, rock, house, techno mettront en émoi les quelques 80 000 festivaliers attendus. 2 invitations pour une soirée au choix aux 10 premiers qui enverront leurs coordonnées à hello@glazart.com le mardi 12 juin avec en objet du mail « Concours à Paris ». Ce sera au 7-15 avenue de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Plus d'infos sur le site dédié www.glazart.com et par téléphone au 01 40 36 55 65.